Rosa Amelia Plumel Uribe traite des Blancs, traite des Noirs. Avertissement. Bien qu'un nombre élevé d'ouvrages consacrés à la traite des esclaves africains ait été publié, et ceci encore récemment, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Parmi tous ces travaux, pour autant que nous sachions, aucun n'a tenu compte de tous les tenants et les aboutissants de ce crime contre l'humanité. Les auteurs officiellement reconnus n'ont jamais présenté une vision globale de cet épisode et chacun a minimisé, voilé ou dévoilé la vérité et les faits historiques selon sa propre convenance ou celle de son groupe. L'analyse présentée ici n'occulte aucun des faits que nous avons trouvés. Même ceux qui mettent en cause tantôt les arabo-musulmans, tantôt les européens chrétiens, tantôt les juifs, et tantôt les noirs africains eux-mêmes, car seule la vérité, quelle qu'elle soit, est apte à répondre aux questionnements des descendants des victimes, et elle seule est utile à l'avancement des sociétés humaines. La nature humaine est telle que chaque peuple croit détenir la vérité, principalement en matière religieuse, et croit être meilleur que les autres. Leur comportement est instinctivement intolérant, à moins de faire un effort pour garder à l'esprit qu'il n'y a pas de peuple élu, pas plus qu'il n'y a de race paria. En 1989, à l'occasion d'une table ronde à Paris, concernant la singularité de l'extermination des Juifs par les nazis, j'ai soutenu que si ces criminels ont pu accomplir les atrocités qu'ils ont commises en Europe, c'est parce que d'autres, avant eux, avaient commis ailleurs des atrocités comparables sous d'autres latitudes et contre d'autres populations non européennes, sans que ces actes n'aient jamais été criminalisés. Ces propos ont été reçus avec une hostilité ostensible, et l'un des participants s'est même octroyé le droit de me conseiller de ne pas faire ce genre d'amalgame qui servent à véhiculer la banalisation et la minimisation du génocide antisémite. Car, a-t-il affirmé, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Interloqué, je n'ai pas compris comment l'on pouvait prétendre ou même imaginer que les génocides hitlériens seraient banalisés et minimisés du seul fait d'être associés à l'entreprise de déshumanisation qui, à partir de 1492, avait causé le génocide des peuples indigènes d'Amérique, avait provoqué la dévastation de l'Afrique subsaharienne, avait bestialisé en Amérique des millions de femmes, d'enfants et d'hommes noirs parce que noirs, et avait quasiment exterminé les aborigènes de l'Australie. Certes, j'avais entendu le professeur Salah Mollins dire que dans l'imaginaire des Blancs, le noir demeurait frappé par un déficit d'humanité et n'était pas encore devenu un être humain à part entière. Mais enfin, là, j'avais affaire à des gens sensés. Savoir qu'un être humain est avant tout un être humain, quel que soit le lieu de sa naissance ou son appartenance phénotypique. Quelques mois plus tard, sous la plume courageuse du professeur Alfred Grosser, dont l'effort d'objectivité en la matière force le respect, j'ai lu ceci. Non, il n'est pas vrai qu'un massacre d'Africains soit ressenti de la même manière qu'un massacre d'Européens. J'ai finalement compris que les Occidentaux peuvent ressentir comme une insulte à la mémoire des victimes européennes le fait de placer à leur côté d'autres victimes dont l'appartenance à l'espèce humaine n'est pas encore pleinement acquise. Cela veut dire que, malgré les dernières acquisitions de la génétique et de la biologie moléculaire permettant de démontrer que la race n'existe pas, il faudrait néanmoins développer auprès des Blancs un travail de sensibilisation pour les aider à intégrer dans leur schéma mental l'équation un noir égale un homme. Le 21 mai 2005, j'ai assisté à Paris à un colloque ayant pour thème
du Code noir de 1685 à la loi du 21 mai 2001, organisée par l'Association des descendants d'esclaves noirs et de leurs amis. Un des intervenants, au moment de présenter sa communication, a déclaré qu'aux États-Unis, des historiens antisémites, qui voulaient sûrement semer la haine et la zizanie, ont prétendu que des Juifs auraient participé à la traite négrière. Alors que nous savons que cela est complètement faux, comme le prouve l'article 1er du Code noir, qui était un code antisémite, par lequel le roi a expulsé les Juifs des colonies de France en Amérique. Il a fait la lecture du fameux article 1er. Pendant que dans la salle, un noir levait la voix pour préciser que le Code noir était surtout anti-noir. Il m'a paru fort inquiétant que même ce professeur censé être ami des Noirs criminalise d'une manière aussi définitive toute démarche ou analyse qui aborderait la responsabilité des hommes d'affaires juifs qui participèrent à ce crime contre l'humanité. Considérant utile de compléter l'information donnée par ce conférencier, j'ai précisé qu'en fait, le Code noir promulgué en 1685 fut enregistré à Saint-Domingue seulement 2 ans après sa promulgation à Versailles, c'est-à-dire en 1687. J'ai ajouté que cet enregistrement fut suivi le 1er septembre 1688 d'un ordre du roi faisant dérogation à l'article 1er du Code noir parce que les planteurs juifs qui avaient introduit la culture de la canne à sucre à Saint-Domingue, outre le contrôle de la transformation et la commercialisation du sucre, possédaient un savoir trop important pour la santé économique du royaume. J'ai même donné les sources bibliographiques que je connaissais pour que ceux qui le voudraient puissent le vérifier. Or, à mon grand étonnement, mis à part les Noirs qui étaient certainement majoritaires dans la salle, les conférenciers et le public européen ont affiché une attitude ouvertement hostile, surtout envers moi. Personne parmi eux n'a cherché à savoir ce qu'il y avait de vrai dans les informations que je venais de fournir, et l'atmosphère est devenue exécrable. Il est inadmissible que l'on soit accusé d'antisémitisme ou de judéophobie du seul fait qu'une étude historique dévoile la participation d'hommes d'affaires juifs à la traite et à l'esclavage des Noirs. En 2004, j'ai participé à une rencontre avec des militants anticolonialistes à Lyon. Mon exposé était intitulé « Pour une libération globale ». M'adressant à un public majoritairement arabo-musulman, j'ai dit, pour rendre efficace la solidarité entre les peuples opprimés, il nous fallait impérativement dénoncer et combattre toutes les formes d'oppression, d'où qu'elles viennent et quels que soient les responsables. J'ai ajouté, il faut que les camarades arabes, engagés dans le combat contre la domination impérialiste et contre l'oppression raciale de la suprématie blanche, puissent reconnaître que depuis le 8e siècle, ce sont des musulmans arabes qui ont introduit la traite négrière en Afrique noire, que pendant plus de 10 siècles, les négriers arabes ont pratiqué le commerce négrier et ont réduit en esclavage des millions d'Africains, que souvent ils sont allés jusqu'à leur déclarer la guerre sainte pour mieux les razzier. Excepté les Européens qui, eux, avaient l'air plutôt soulagés d'entendre dire que d'autres, avant eux, avaient pratiqué la traite des Noirs. Les camarades arabes n'ont pas caché leur hostilité. Un participant a protesté en disant que lui, en tant qu'intellectuel arabe et en tant que professeur universitaire, ne pouvait permettre à n'importe quel charlatan de dire n'importe quoi à leur sujet et voulait me faire avaler mes paroles. Des gens de son entourage l'ont supplié de se calmer pour éviter un scandale dans la salle, et je n'ai pas insisté dans mes propos. Pour la première fois, il m'arrivait que, suite à une conférence, j'ai eu peur de me faire agresser. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier de la part de la personne qui m'avait
qui avait organisé la rencontre. Elle voulait me faire savoir combien, à son avis, j'avais été imprudente, et s'est fait un devoir de me dire que je connaissais trop peu l'histoire des Arabes et l'histoire des Arabo-musulmans, et l'histoire des musulmans, pour pouvoir aborder le sujet. Qu'elle était allée à Londres, dans les années 80, à un colloque sur l'islam en Afrique, et qu'elle y avait rencontré le fils de Nkrumah, Jamal, et d'autres militants africains avec qui elle avait abordé cette question en tant que frère de lutte. Elle a lourdement insisté en me répétant que je n'avais pas les connaissances nécessaires ni sur l'islam ni sur l'histoire pour aborder cette question, et m'a fait savoir que des musulmans noirs ont compris que l'islam fait partie de leur identité. Or, il est évident que, aussi profondément humains que soient les préceptes de l'islam, les esclavagistes musulmans se sont conduits envers leurs esclaves comme tous les esclavagistes du monde. Les préceptes des évangiles aussi étaient profondément humains. Cela n'a pas pour autant empêché les chrétiens de se conduire en esclavagistes. En novembre 2006, j'ai participé à un colloque organisé à Genève sur mémoire et droits humains. Suite à ma communication portant sur la mémoire du colonialisme et de l'esclavage dans les pays d'Amérique, j'ai été interpellé par un jeune homme dans la salle. Il a dit que son pays, le Maroc, avait souffert de la domination chrétienne et qu'il voulait savoir pourquoi, dans les pays d'Amérique, tant de Noirs pratiquaient des religions chrétiennes alors que c'est au nom du christianisme qu'ils ont été colonisés. J'ai répondu en expliquant que, partout, l'aliénation culturelle, et donc religieuse, a été parmi les effets les plus pernicieux de la domination coloniale. Et j'ai mentionné comme exemple les millions de Noirs qui pratiquent la religion musulmane, alors que les musulmans arabes, berbères, perses et turcs ont pratiqué la traite des Noirs pendant des siècles durant. Au fond de la salle, un homme qui s'est mis à hurler, violemment, a crié que les berbères n'auraient jamais pratiqué la traite des Noirs et qu'au contraire, ils avaient beaucoup aidé les Africains. Nous pouvons aborder avec un peu plus de liberté la responsabilité des chrétiens européens dans la traite des Noirs transatlantiques, l'esclavage en Amérique et la racialisation de ce crime, même si de plus en plus souvent, on nous accuse de porter la haine contre les Blancs. Beaucoup d'Européens qui abordent le sujet le font avec la volonté de minimiser la gravité des faits et de grossir la complicité des Africains qui participèrent au commerce des esclaves. En France, à la radio, aussi bien qu'à la télévision, lorsque cette question est abordée, il est courant d'entendre dire qu'il ne faut pas s'éterniser sur le passé, qu'il faut savoir tourner la page, qu'il ne faut pas tout mettre sur le compte de la traite ou de l'esclavage, qu'alors il faudrait commencer par condamner les Romains qui ont conquis la Gaule et massacré les Gaulois, ou condamner les massacres des Albigeois ou les massacres des Vendéens, et ainsi de suite. Les tenants de ce discours sont d'une mauvaise foi évidente, car la non-comparabilité des faits saute aux yeux. Cela revient à prendre l'interlocuteur pour un demeuré, et dans leur mépris envers les anciennes victimes de la barbarie coloniale et de la traite et de l'esclavage, ils ont franchi un autre palier en affirmant que chacun de ces peuples veut son génocide dans une course à la concurrence victimaire. Ce discours absurde est une insulte à la mémoire des victimes et une blessure à la dignité de leurs descendants, dont le tort est de vouloir mettre fin aux actuelles et très réelles conséquences économiques, psychologiques et sociales de ce crime contre l'humanité. Tous les peuples ont le besoin, le droit et le devoir de connaître leur histoire, à plus forte raison ceux qui subissent jusqu'à présent les conséquences pernicieuses de la racialisation de ce phénomène horrible qui a duré 4 siècles. Depuis fort longtemps,
la complicité des courtiers africains qui participèrent à la traite des Noirs a été mise en avant par les Européens afin d'alourdir le sentiment de honte qui accablait les descendants d'Africains déportés en Amérique. Cette instrumentalisation a crispé bien des militants africains et descendants d'Africains qui ne veulent point entendre parler de la complicité des esclavagistes africains. De là, le soupçon et même l'accusation à peine voilée de faire le jeu des racistes qui, depuis la conférence de Durban, prétendent, comme au XIXe siècle, que le commerce des esclaves était contrôlé par les Africains ou que grâce à la traite, les commerçants européens ont sauvé des millions d'Africains dont le sort, disait-il, aurait été pire en Afrique même. Nous comprenons l'hostilité des Africains lorsqu'on veut leur faire porter, outre les conséquences persistantes de la traite, la responsabilité de ce crime contre l'humanité. Cette escroquerie fait partie des mensonges qu'il faut démonter, mais nous ne pensons pas que l'on doive combattre le mensonge en faisant le tri pour sélectionner les vérités qu'il faut dévoiler et celles qui, pour des raisons d'opportunité, devraient rester ignorées. Nous faisons un effort pour nous approcher de l'objectivité entière et surtout, nous essayons de rester intellectuellement honnêtes, en respectant rigoureusement la vérité. L'étude des complicités des Africains, qui surtout au XVIIIe et XIXe siècle, livraient d'autres Africains aux négriers européens, ne doit pas faire abstraction des attaques préalables avec des armes à feu, des résistances africaines qui s'étaient manifestées et qui ont été anéanties. Mais la faillite des chefs africains, devant la supériorité des armes et devant la pression désintégrante exercée par les négriers européens, est une réalité que nous ne devons pas ignorer. En revanche, nous avons le droit de nous demander si les exigences accrues de l'Europe leur ont laissé la moindre possibilité de rejeter le commerce avec les Blancs sans que cela profite à leurs voisins et rivaux et se retourne contre eux-mêmes. Cette exigence de clarification des faits historiques ne doit se permettre aucune liberté avec la vérité. Ce travail est né de la nécessité devenue pressante de rétablir quelques vérités dont la connaissance nous a fait cruellement défaut. Cette démarche est liée aux conséquences les plus pernicieuses de l'univers concentrationnaire, qui a fonctionné pendant plusieurs siècles dans les anciennes colonies d'Europe et d'Amérique. Il importe de savoir que les tares et les stéréotypes nés et véhiculés sous la domination coloniale y demeurent actuels. L'héritage colonial pèse lourdement sur la vie nationale de ces pays, et sans que cela soit ouvertement dit ou admis, conditionne les rapports entre les différents groupes ethniques, ainsi que leur positionnement dans la hiérarchie sociale. Après les abolitions de l'esclavage dans cet univers concentrationnaire d'Amérique, au XIXe siècle, que ce soit aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs, les nouvelles républiques ont maintenu une politique d'exclusion envers les survivants indigènes et envers les descendants d'Africains déportés. Ces derniers voulaient surtout faire oublier la marque avilissante qui était le stigmate de l'esclavage, et pour cela, chacun a suivi la stratégie que les circonstances lui conseillaient ou lui permettaient. À quelques exceptions près, l'ensemble des Noirs descendants des Africains déportés ont rejeté les racines africaines parce que être descendant d'Africains voulait dire être descendant d'esclaves et personne ne voulait assumer cette appartenance devenue infamante. Dans un monde dominé par la suprématie blanche, avoir la peau noire était un handicap lourd de conséquences. Il ne fallait pas encore l'alourdir en revendiquant l'ancêtre africain et par là le fait d'avoir été victime de l'esclavage. Sauf les plus avisés, la plupart des Noirs furent fatalement amenés à adopter et intérioriser l'idéologie de la supériorité blanche. Ce processus d'assimilation des Noirs, véritable triomphe de la domination blanche, a donné le coup de grâce et à la dignité
et à l'identité des descendants des Africains déportés en Amérique. Pour l'équilibre psychique des Noirs, rien ne pouvait être plus dévastateur que le fait d'adopter les préjugés anti-noirs de la culture dominante. Le mépris envers l'Afrique et la conviction que le péché est noir comme la vertu est blanche. Même les Noirs les plus avisés, ceux qui auraient résisté et échappé à l'aliénation raciale et au blanchissement idéologique, peinaient néanmoins à se réconcilier avec l'Afrique. Et pour cause. Le peu de place accordée à l'Afrique, aussi bien dans le discours quotidien adressé au plus grand nombre que dans les manuels scolaires, y compris des ouvrages spécialisés, était destiné à renforcer la conviction que la traite des Noirs avait été le fait des Africains, que les Européens avaient été juste les intermédiaires entre les courtiers africains qui vendaient leurs frères, leurs enfants, leurs parents en Afrique, et les planteurs qui, en Amérique, avaient besoin de main-d'œuvre. Les Noirs n'avaient qu'à choisir entre deux images également traumatisantes. Soit l'image d'une Afrique on ne peut plus laide, barbare et sanguinaire, un continent de primitifs auquel on aurait échappé grâce à la traite qui a rapproché les Noirs des bienfaits de la civilisation et sauvé leur âme, soit l'image d'une mère qui non seulement n'a pas su protéger ses enfants, mais les a livrés aux bourreaux. Dans un cas comme dans l'autre, les rapports du Noir avec ses origines africaines ne pouvaient être que détestables. Et on n'a point besoin d'être psychologue pour savoir que personne ne saurait mépriser ou haïr sa mère indéfiniment sans que cela ne finisse par le déstabiliser, voire le détruire. Ce conflit, péniblement vécu et jamais avoué, était devenu une blessure honteuse commune aux descendants d'Africains déportés en Amérique. À partir de là, ceux-ci, convaincus d'être supérieurs aux Africains, renforçaient leur propre infériorité vis-à-vis des Blancs, cherchant à contourner la malédiction nègre et ses conséquences par le biais d'une descendance génétiquement améliorée ou échappée de la nuit. Dans ces rapports racialisés et fatalement malsains, hérités de la domination coloniale et entretenus par la suprématie blanche, le roman de Mayot Capécia exprime les fantasmes de plusieurs millions de Noirs dispersés en Amérique. Ce roman, écrit par une femme de couleur, frustrée de ne pas être blanche, mais reconnaissante de ne pas être complètement noire, fut accueilli avec enthousiasme dans certains milieux à Paris. Son discours eut le mérite d'exprimer sans détour les attentes, les frustrations et les souffrances de millions de Noirs, femmes et hommes, qui rêvaient d'accéder à une portion de blancheur. Originaire de la Martinique et installée à Paris, cette femme intelligente et certainement très courageuse a manifesté ouvertement son rejet envers les Noirs et son désir absolu de se faire posséder par un blanc blond aux yeux bleus.